Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à peine élu à la tête du JICAM, Célestin Tawamba annonce des réformes structurelles profondes au sein de cette organisation patronale. Ce capitaine d'industrie et ses lieutenants comptent mettre le cap sur une refondation du bras séculier du secteur privé en vue d'être une force d'action capable d'influencer la politique économique en faveur du tissu industriel local. Dans ce journal, des chefs d'entreprise dessinent la montagne d'obstacles qui les empêche d'investir au Cameroun et le climat des affaires qui est plutôt morose. Vous les écouterez. Au cœur de ce journal ensuite, la colère des malades victimes d'insuffisance rénale devant l'hôpital général de Yaoundé. Ils se plaignent de l'absence des kits médicaux indispensables pour effectuer des séances de dialyse. Ils s'expriment en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des malades souffrant d'insuffisance rénale sont à nouveau en colère. Ils ont investi pancarte à main l'entrée principale de l'hôpital général de Yaoundé pour dénoncer l'absence des kits médicaux indispensables pour effectuer des séances d'hémodialyse, des séances de dialyse. Tous les 6 mois, ce problème se pose avec acuité dans les centres d'hémodialyse installés dans les différents hôpitaux publics au Cameroun. Reportage, Marcelin Gansop. Dès l'entrée de l'hôpital général de Yaoundé, des pancartes résument le calvaire qui est celui des malades souffrant de l'insuffisance rénale. Depuis 2 semaines, ils n'ont bénéficié d'aucune séance d'hémodialyse. On a voulu les assujettir à une dialyse par semaine parce que le fonctionnement est de telle sorte que le malade doit faire 3 dialyses par semaine. Et actuellement au Cameroun, on n'en est pas encore à 3 dialyses. Nous en sommes à 2. Et même ces 2 dialyses ont été repoussées à 1. Et il y a de cela 2 semaines, les malades n'ont reçu aucune dialyse. La faute à l'absence des kits de dialyse qui ne sont trouvables nulle part sur l'ensemble du territoire. Les kits de dialyse sont finis dans tous les centres de dialyse du Cameroun. Ça veut dire que si vous quittez ici à Yaoundé, vous partez à Bolova, on ne va pas vous dialyser. Et à ce problème de manque de kits s'ajoute un problème d'eau. Crucial. Il n'y a pas d'eau à l'hôpital général de Yaoundé. Ça veut dire même quand les kits sont disponibles, il manque d'eau pour faire fonctionner les générateurs. À la suite d'une grogne similaire, en octobre 2016, le ministre de la Santé publique avait annoncé un train de mesures visant à rassurer les malades d'insuffisance rénale. Mais 8 mois se sont écoulés et rien de concret n'a été fait. Notamment l'amélioration des conditions en dialyse à travers l'augmentation des nombres de machines, à travers l'augmentation du personnel, à travers l'obtention d'une personne adaptée, mais rien, aucune de ces décisions n'a été respectée. Devant cette nouvelle colère des malades, le directeur de l'hôpital général n'a pas souhaité s'exprimer. La réunion tenue la veille au ministère de la Santé publique n'a visiblement pas porté les fruits escomptés. Les dialysés sont aux abois. Vous pouvez même voir les médecins. Ils vont vous dire que pour un insuffisant rénal chronique, 2 semaines sans dialyser, c'est la mort. Voilà un peu la situation qui a amené les malades à se regrouper ce jeudi. À peine élu à la tête du JICAM, Célestin Tawamba annonce des réformes structurelles profondes au sein de cette organisation patronale. Ce capitaine d'industrie et ses lieutenants comptent mettre le cap sur une refondation du bras séculier du secteur privé en vue d'être une force d'action capable d'influencer la politique économique en faveur du tissu industriel local qui traverse de sérieux problèmes en cette période de crise économique dans la sous-région Afrique centrale. Mitterrand et Donald Brice-Kamga n'ont rien manqué de l'Assemblée générale élective du JICAM. Reportage. L'attente de la fumée blanche n'aura duré que le temps du vote. Après la désignation des scrutateurs et la mise en place des kits, les 173 membres et représentants de membres avaient un choix à opérer entre le bulletin blanc de la liste JICAM en action de Célestin Tawamba et le bulletin nul de couleur verte. À l'arrivée,
153 voix en faveur de la liste blanche et 19 bulletins nuls. J'ai signé à vous annoncer que le président élu du JICAM, nouveau bureau exécutif du JICAM, est M. Célestin Tawamba. L'équipe de Célestin Tawamba est élue et peut se retirer pour constituer le conseil exécutif. Quelques 10 minutes et l'on apprend que Célestin Tawamba est sans surprise le président. Son premier vice-président est l'ancien ministre Umaru Sanda, tandis que le poste de deuxième vice-président revient au directeur général des brasseries du Cameroun, Emmanuel de Taï. Tout de suite, l'équipe entrante lève un pan de voile sur les grandes lignes de son plan d'action. Sur la forme, le mandat du conseil exécutif est ramené de 5 à 3 ans au JICAM et rentre en vigueur immédiatement. L'organisation patronale va connaître un audit et des réformes majeures afin de faire passer le JICAM d'une force de proposition à une force d'action. Entre autres défis, aller à la recherche de nouvelles sources de financement, une offensive auprès du gouvernement pour qu'il allège le fardeau de la pression fiscale sur les entreprises. En termes de priorité, il y a certainement la loi des finances qui va arriver prochainement, autour de laquelle nous allons organiser une task force pour adresser au pouvoir public des propositions, d'abord d'évaluation de la loi des finances 2017, avant de voir qu'est-ce qu'on pourrait envisager dans le souci de relancer l'activité économique qui véritablement en ce moment est en souffrance. Célestin Tawamba veut également se positionner comme un apôtre du rassemblement et de la réconciliation avec tous les autres membres et anciens membres du JICAM. Nous avons tendu la main ici aujourd'hui officiellement à toutes les organisations patronales afin qu'elles puissent ensemble bâtir une nouvelle organisation. Et d'ailleurs, dans ce sens, nous avons ramené à 3 ans le mandat qui était à 5 ans immédiatement. Les réformes annoncées par le nouveau conseil exécutif devront être soumises à l'approbation de l'Assemblée générale en décembre prochain. Au moment où un nouveau dynamisme souffle sur le JICAM, la diaspora camerounaise continue d'égrener son chapelet de difficultés à investir dans le pays et parmi les obstacles les plus importants figurent en bonne place les textes législatifs et surtout l'attitude de l'administration publique accusée d'être plus favorable à l'endroit des multinationales. La diaspora pose comme autre préalable la révision des textes législatifs pour qu'elles puissent retourner au Cameroun et investir dans les différents secteurs porteurs de croissance. Emmanuel Diop et Ike Cyril. Face aux critiques acerbes, suite à la non prise en compte des potentialités des Camerounais de la diaspora dans le processus de développement du pays, le gouvernement se défend en citant des extraits de discours de Paul Biya. Le président Paul Biya a toujours été convaincu des atouts de la diaspora. C'est ainsi que lors de la visite qu'il a effectuée en France, le 24 juillet 2009, le chef d'État a déclaré qu'il veut, et je cite, voir la diaspora participer au développement du Cameroun. Fin de citation. Comment la diaspora peut-elle alors participer au développement du Cameroun si sur le plan légal, les textes ont été conçus plutôt pour des multinationales? Les textes n'étaient pas écrits pour eux, les textes étaient écrits pour les multinationales. Et ils subissent alors les conséquences de ces textes. Petit exemple pour soutenir cet argumentaire. Un petit entrepreneur qui sort de l'université ne peut pas aller en concurrence avec des grosses structures nationales qui ont des avocats, des notaires, des millions de dollars dans les banques. Il faut reconnaître la réalité du terrain et aussi reconnaître que c'est un investissement pour que des jeunes entrepreneurs puissent investir et donner des bouffées d'oxygène de part et d'autre dans plusieurs régions du Cameroun à l'économie du pays à long terme. La révision des textes apparaît donc comme condition première pour attirer la diaspora. La production peut être de nouveaux textes spéciaux pour encourager d'une part la diaspora camerounaise à revenir investir au pays, mais aussi encourager la jeunesse locale de pouvoir créer leurs entreprises sans trop de pesanteur administrative
et des lourdeurs financières. Ceci est d'autant vrai que les fonds investis par la diaspora contribuent mieux à faire tourner l'économie du pays. Les Camerounais qui investissent au Cameroun, les recettes restent au Cameroun, ils sont recyclées au Cameroun. Tandis que les multinationales qui investissent au Cameroun, les recettes s'enfuient. Donc il faut quand même reconnaître ça et donner beaucoup d'avantages à ces compagnies locales. Le gouvernement a-t-il pris conscience de son erreur en convoquant le forum de la diaspora de Yaoundé? On veut bien répondre par l'affirmative. Une folle rumeur circule dans les milieux des affaires au Cameroun. Elle fait état d'un rachat de l'Union camerounaise de brasserie par le milliardaire nigérian Aliko Dangote. Le groupe Kadi de Fotso dément une telle opération de rachat d'actions n'a jamais existé. Selon le groupe Kadi de Fotso, UCB reste et demeure sa propriété et une entité de ce groupe industriel camerounais. S'agissant du procès des leaders de la crise anglophone, l'audience prévue ce jour n'a plus eu lieu du fait de l'absence d'un assesseur membre de la collégialité. Du coup, le tribunal militaire a programmé la prochaine audience dans un mois, le 27 juillet 2017. Un tel renvoi qui n'est pas du goût des avocats de la défense. Elle souhaite écouter pourtant les témoins de l'accusation ayant fait le déplacement depuis Bamenda. Le renvoi du procès est une pure diversion selon Maître Joseph Bandam. Le député SDF croit savoir que les poursuites judiciaires pourraient s'arrêter à tout moment en raison de l'entrée en vigueur du nouveau code de justice militaire. Je vous propose de l'écouter. Le renvoi ne m'a pas surpris. Le motif de renvoi est une diversion parce que vu la gravité de la situation qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest, cette audience devait avoir la priorité sur toute autre mission, de telle sorte qu'on devrait faire tout pour que les assesseurs soient là. Donc dire maintenant qu'un assesseur est absent est une chose organisée pour le besoin de la cause. Le tribunal militaire n'est pas prêt à procéder avec le débat et le jugement de ces affaires. Pour des raisons, je peux dire que nous connaissons. Le gouvernement donne l'impression qu'ils ne veulent pas que ces incarcérés soient jugés. Le véritable ministre de la Défense, c'est le président de la République, qui délègue ses fonctions au ministre délégué chargé de la Défense. Donc ce ministre est obligé de se référer au président de la République pour la conduite à tenir. Donc quand je vois le dilatoire qui est conduit devant ce tribunal militaire, je peux comprendre. Vous avez vu que le parquet et le commissaire du gouvernement s'est levé pour dire nous sommes prêts à débattre de l'affaire, en sachant que l'assesseur n'est pas là. Donc c'était une manière de prétendre qu'ils étaient prêts, alors que des instructions n'ont pas encore donné pour qu'ils précèdent avec cette procédure. Je peux imaginer qu'on aura une surprise avec ces affaires. Nous venons d'adopter le code de justice militaire et je vois dedans, dans ces articles 13 et 14, l'inclusion d'une disposition du code de procédure pénale qui confie au ministre de la Justice des mesures qui lui permettent d'instruire le parquet, le ministère public, d'arrêter des procédures en tout état de cause jusqu'à la décision finale. Donc on peut arrêter des poursuites. Le ministre de la Justice peut ordonner un procureur d'arrêter des poursuites à tout stade avant le jugement définitif. Le droit de l'homme de l'UA. Précisons que le chef de l'État a signé plusieurs décrets qui relèvent des vastes mouvements à la tête des tribunaux militaires au Cameroun, mais aussi des nominations et des avancements en grade dans l'armée camerounaise qui ont été donc rendus publics ce jeudi. Je vous le disais en titre également, toujours dans les milieux de la lutte contre l'insécurité, pour être plus précis, le commissariat de sécurité publique du 8e arrondissement a interpellé un gang de présumés malfrats utilisant des armes blanches. Ils sont des multirécidivistes et repris de justice qui s'émettent la terreur, même au sein de leur propre famille. Reportage, Étienne Pascal Azégué. C'est un coup de filet impressionnant que les éléments du commissariat de sécurité publique du 8e arrondissement
viennent de réaliser. 7 jeunes gens, tous se présentés comme des présumés agresseurs à main armée, ont été pris la main dans le sac au terme d'une opération dont les fins limiers de la police ont seul le secret. Dans la nuit du 24 au 25 juin, nous avons pu interpeller un premier groupe de 4 malfrats armés de machettes dans les guerres au quartier Kombi, Somao et Tergal. Ce sont des gars au cours de leur exploitation qui sortent tous de la prison. Ce sont des récidivistes. Ils sont d'ailleurs multirécidivistes parce qu'ils ont fait à leur actif plusieurs victimes. Leur matériel de travail est essentiellement constitué d'armes blanches. L'un de ces présumés agresseurs est même accusé de voies de fait sur sa propre génitrice qui revient ici sur les faits. Il est venu hier à la maison avec un long couteau. Il est arrivé chance à vraiment, mon fils était là. Son fils a dit, mais tu as porté le condamné, ça fait 1 mois. Tu reviens encore faire quoi? Il a dit, tu me parles, il commence à l'agresser. Du coup, les enfants le vu dire que courir, il me dit, maman, partout, il a laissé les petits enfants à la maison. Papa, partout, maman, partout est venu. Je cours maintenant, je vois comment il était avec celui-ci, avec le couteau, il voulait le tuer, il a arrêté. L'office indexé nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. Le couteau, c'est un débat pour elle. Et madame, nous avons gardé le couteau. Je suis quitté du village avec. Au village, il fait la chasse avec. Ma maman, nous sommes les enfants. Nous sommes un nombre de 5. Donc, parmi nous, maintenant, elle a institué d'autres. Moi, elle m'a même institué. Les éléments du commissaire Assoa parlent d'un coup de force réussi grâce à la collaboration de la population. Il y a plusieurs plaintes des victimes que nous avons reçues ici à notre unité. Et de ces victimes, nous les avons exploitées. Ils nous ont donné les heures et les endroits où ces malfrats leur cachettes. 2 de ces malfrats sont mineurs. Les habitants de Dakar, Soboum, Somao ou encore Newton Aéroport vont certainement avoir un peu de répit dans les jours à venir, puisque l'officier de police en charge de l'enquête nous a rassuré que ces présumés agresseurs seront transférés au tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. Toujours dans ce chapitre consacré à la lutte contre le grand banditisme, la brigade de recherche de la gendarmerie annonce l'arrestation des présumés assassins d'une sexagénaire à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Les faits remontent il y a quelques semaines lorsqu'une dame avait été retrouvée morte chez elle à Bonabéry et des traces d'agression identifiées sur elle laissèrent alors planer la thèse d'un assassinat. Après une enquête menée par la brigade de recherche de gendarmerie, elle annonce avoir arrêté, comme vous le voyez en image, les présumés assassins de cette sexagénaire à Bonabéry, un crime qui avait plongé sa famille dans l'émoi et la consternation. Je vous propose d'écouter un membre de la famille de la défunte qui revient sur les circonstances de la découverte de justement l'assassinat de cette dame. À la date du 13 mars 2017, Madame Kwenga Julienne, sage femme de sa profession, a été victime d'une agression à son domicile. Et 2 jours après, on découvre le corps marchant dans un bain de sang. On a saisi les autorités compétentes qui étaient la brigade de recherche, suivies par les enquêtes ont été suivies bout à bout par le procureur de la République. Et les meurtriers, ça ressort que ce sont les voisins du quartier. Les enfants même qui passaient tout le temps à l'aider, passaient après sa retraite, elle avait acheté les bâches, elle s'était lancée dans le service traiteur des prestations de services de bâches et de chaises. Or, il y a un voisin qui était venu verser 100 000 et l'église a donné 100 000 pour la location des bâches. L'enfant, le géant, Divan, qui travaille avec lui, a eu la mèche. Il a appelé ses amis maintenant qui sont venus chercher de l'argent. Malheureusement, elle avait même gardé cet argent pas loin de son domicile. Ils sont venus la tuer, ils ont pris que 9 500. Ils sont près de 2300 élèves gardiens de la paix arrivés en fin de formation au centre d'instruction et d'application de la police situé à Moutenguene dans la région du sud-ouest. Ils ont reçu leurs épaulettes après 32 semaines de formation théorique et 20 semaines de stage d'application en présence de Martin Bargangele, délégué général auprès de la Sûreté nationale. Il faut préciser que parmi cette promotion, il y a 33 élèves qui redoublent
pour insuffisance académique et 8 autres sont exclus pour consommation de stupéfiants, vol et absence prolongée durant leur formation au centre d'instruction et d'application de la police situé à Moutenguene, du côté de la région du sud-ouest. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal consacrée aux difficultés que rencontrent les Camerounais de la diaspora qui souhaitent investir au Cameroun. Je reçois sur ce plateau un Camerounais chef d'entreprise. Vous avez vécu, Olivier Sachou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu pendant plus de 10 ans au Canada et en France. Votre rentrée investie dans l'écotourisme et l'artisanat en 2012. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés pour mettre en œuvre votre projet au Cameroun? Merci, bonsoir. Les obstacles que j'ai eu à traverser sont surtout administratifs. À mon arrivée au Cameroun, lorsque je suis arrivé à Douala, je suis allé voir le président de la Chambre de commerce. Avec le projet, j'avais réalisé un projet dont j'avais appelé l'espace commercial virtuel de l'artisanat. Et il était question de permettre aux artisans, puisque nous savons que l'artisanat, c'est la plus grande industrie au Cameroun, permettre aux artisans de pouvoir vendre leurs objets d'art à travers le monde entier, à partir du Cameroun. Je vais voir le président de la Chambre de commerce, ayant déjà réalisé, ayant mis mon argent réalisé, le président de la Chambre de commerce me dit non, monsieur, on ne peut pas vous accompagner avec un projet de ce genre. Vous devez aller au ministère. Quelle était la valeur, Olivier, pour préciser, quelle était la valeur du projet et quelle était sa rentabilité pour que l'on perçoive le potentiel de ce projet sur l'artisanat? Vous savez, comme je disais tantôt, l'artisanat, c'est la plus grande industrie au Cameroun. Et tant que le tourisme ne fonctionne pas, les artisans aujourd'hui n'arrivent pas à vendre. Et 60% des produits, des objets, des produits de l'artisanat sont vendus sont consommés par les expatriés, pas par des Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle il fallait trouver un moyen pour pouvoir vendre ces produits à partir du Cameroun. Et nous savons qu'aujourd'hui, les artisans ne vivent pas de leurs œuvres parce que, en fait, ceux qui vendent leurs œuvres viennent leur prendre des œuvres à des prix dérisoires pour aller les placer et avoir des bénéfices. Et les artisans, maintenant, en fait, eux, ils ne bénéficient vraiment pas des fruits de leur labeur. D'où cet espace virtuel que j'ai conçu depuis 2012, réalisé et hébergé. J'avais pris un serveur d'hébergement puisqu'il fallait permettre à chaque artisan de poster les objets en ligne, d'être en contact avec des clients et de démarcher directement avec des clients. Alors, sans avoir besoin de passer justement au ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, qu'est-ce qui se passe là-bas concrètement? Lorsque j'arrive au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, j'essaie d'expliquer d'abord le projet. Je me dis, wow, ça fait plus de 2 ans on voulait réaliser un projet pareil, on n'avait pas pu. Mais comme tu l'as déjà fait, tu es venu, qu'est-ce que tu nous proposes pour la mise en œuvre? J'ai donc préparé un dossier projet pour expliquer réellement le projet parce qu'il fallait une étude. J'ai donc expliqué le projet et j'ai expliqué en fait dans ce dossier projet que pour mettre cela en œuvre, je pouvais mettre cela en œuvre parce que j'ai investi, je l'ai réalisé, mais sans l'apport, parce qu'il fallait organiser les artisans. Supposons un instant, si on lançait un projet de ce genre, si je lançais un projet de ce genre, et que les Européens passaient les commandes des objets, et qu'on ne les livrait pas, comment allons-nous retrouver ces artisans? Donc il fallait tout d'abord que le ministère puisse organiser les artisans. Et c'est à la suite de cela, si vous vous rappelez, à la suite de cela que le président de la Chambre de commerce avait remis les registres au ministère, à la direction de l'artisanat du ministère pour pouvoir enregistrer les artisans. C'est juste à la suite de cela. Maintenant, j'ai donc préparé ce dossier projet. Après étude, nous avons fait pratiquement presque une année. Et entre-temps, puisque je venais de Douala, j'étais à l'hôtel sur Yaoundé. J'étais à l'hôtel pendant les études et tout. J'ai fait plus de 6 mois à l'hôtel. Avant de me rendre compte, non, autant mieux m'installer à Yaoundé, puisque la majorité des projets que j'avais fait avant de revenir au Cameroun, je devais forcément traiter avec l'administration et le ministère. Justement, après 1 an d'études, quelle est la prochaine étape que vous allez rencontrer? Après ces 1 année, le ministre m'a écrit. Il m'a dit, ok, j'ai la note du ministre ici. Il me dit, tous mes services compétents, excusez-moi un instant, je vais vous lire la note du ministre. Vous la résumez, s'il vous plaît, allez-y directement. Il dit, tous mes services compétents ont étudié, ils ont validé votre projet. Vous attendez, le moment venu, nous allons mettre ce projet en œuvre. Et c'est en 2015
C'est en 2015. Nous sommes là, j'ai la lettre 3 ans après l'étude et après la validation. 3 ans après l'étude. En 2015, en mai, j'avais un interlocuteur au ministère qui est le chef de service de promotion de l'artisanat. Il m'appelle, il me dit, bon, ok Olivier, on va déjà inaugurer le centre de l'artisanat. Il faut faire un rappel au ministre. J'ai fait un rappel au ministre. Le ministre me répond en juin, le 3 juin. Et il me dit dans cette lettre, dès qu'il nomme le comité de gestion, je vais donc avec cette lettre pour qu'on puisse mettre en œuvre, le projet en œuvre. Un mois après, le chef de promotion de métier d'artisanat m'appelle. Il me dit, bon voilà Olivier, nous avons pris votre dossier projet, nous avons lancé l'appel d'offres. Puisque c'est vous qui avez réalisé, vous l'avez déjà fait, allez prendre le dossier d'appel d'offres, vous soumissionnez. Vous allez remporter, puisque vous l'avez déjà réalisé et tout. J'étais assis, mais j'ai failli tomber. Je demande, mais qu'est-ce qui fait problème lorsque l'on vous demande d'être un soumissionnaire pour ce projet que vous avez vous-même conçu et que vous avez proposé au gouvernement? Mais, imaginez, quand on me demande de soumissionner à un projet, j'ai 2 notes du ministre. Je vais poser la question, mais comment vais-je soumissionner à mon propre projet? Et de 2, j'ai 2 notes du ministre. Et quand on m'attrapera demain pour complicité, parce que quand on demande d'aller soumissionner, ça veut dire c'est pour aller décaisser de l'argent pour réaliser ce que j'ai déjà réalisé. Et que je ne voulais que l'accompagnement pour la mise en œuvre. Et que nous ne voulons que l'accompagnement pour la mise en œuvre. Un accompagnement qui devait être quoi concrètement? L'accompagnement, il fallait... excusez, je vais préciser. L'accompagnement ne venait pas du ministère. Il fallait créer une salle informatique au centre artisanal de Douala et de Yaoundé, où dans ce centre, on allait initier les artisans à la vente des objets, puisqu'en fait, ils ne s'y connaissent pas encore. Voilà en fait à quel niveau l'accompagnement devait intervenir. Justement, devait intervenir, effectivement. Justement, et là, le dossier d'appel d'offres, est-ce que vous l'avez effectué? Je ne l'ai pas pris, j'ai dit vraiment je ne pouvais pas. Et c'est là une entreprise américaine a remporté l'appel d'offres. Cette entreprise américaine, j'étais passé dénoncer à l'une des radios de la place à Yaoundé, où en pleine émission, je ne sais pas si je peux citer... non, je vous en prie, non, pas du tout. Ou en pleine émission, justement, le journaliste me pose la question, mais je dis au journaliste, si le ministre est en 2008, étant élu comme président du CODEPA, avait un budget de plus d'1 milliard, il n'a pas pu réaliser ce même projet que j'étais venu à... Mais est-ce que c'est maintenant qu'ils allaient? Je dis, je ne suis pas sûr. Il me dit, mais pourquoi vous êtes allé là-bas, vous avez étudié. Ces gens, ils ont gagné le match. Comment ils vont pas réaliser? Je lui ai dit, non, ils ne maîtrisent pas notre contexte socio-économique. C'est ça le problème. Et effectivement, ils n'avaient pas réalisé. Le ministre lui-même était passé en pleine antenne. Il a annoncé qu'une entreprise américaine a remporté. À l'inauguration, il annonce encore que c'est une Camerounaise vivant aux États-Unis qui a réalisé le projet. Donc ça veut dire que cette entreprise américaine même n'avait pas réalisé. Donc le problème, c'est que vous avez été écarté de votre propre projet que vous avez présenté à l'administration publique. Et que nous avons travaillé dessus pendant 3 ans, presque 4, de 2012 à 2015. Quelles ont été les charges financières durant ces 3 années où vous vous êtes déplacé régulièrement à Yaoundé pour pouvoir obtenir les moyens nécessaires et l'accompagnement? L'estimation, imaginez, vous êtes dans un hôtel, même si c'était un parent, un hôtel de 2 étoiles, où je payais la chambre à 10 000 francs la journée, pendant 6 mois. Quand je dis 10 000 francs la journée, le chef service de promotion, lui, il était déjà venu me rendre visite à cet hôtel, pendant 6 mois. L'espace d'hébergement, vous vous rendez compte, un espace d'hébergement, une plateforme comme celle-là, doit avoir, vous n'allez pas prendre un espace d'hébergement d'un site simple. Il fallait prendre un serveur dédié. Un serveur dédié qui me coûtait 1 500 000 chaque année. Chaque année. Et j'étais obligé de payer parce qu'il fallait que le projet soit en ligne pendant qu'on étudie. Et c'est un partenaire de développement qui avait pris en charge, qui avait dit non, ils allaient financer la mise en œuvre de ce projet. Quelles ont été les conséquences de votre mise à l'écart dans l'exécution de ce projet? Juste après ma mise à l'écart, aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas où se trouvent mes enfants. Et pour quelle raison? Je suis revenu parce que non seulement ce n'est pas le seul projet, ça fait 5 en tout. 5 en tout. Dans 4 ministères, plus un projet qui a été bloqué à l'Est. Quels sont les principaux blocages rencontrés dans les autres administrations publiques?
c'est le système, les procédures administratives, c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté en fait, notre véritable problème, nous la diaspora, c'est quoi? Après tout ce que j'ai eu à rencontrer, c'est qu'en fait, si vous voulez venir au Cameroun pour faire dans la brocante, il n'y a pas de problème. Mais ne commettez pas l'erreur de venir avec un projet dont le gouvernement était censé, dont ils étaient censés faire. Là, on vous mettra tous les bâtons dans les roues. Mais pourquoi est-ce que justement le gouvernement qui souhaite pourtant, on le voit à travers ce forum de la diaspora, qui souhaite que les Camerounais investissent, c'est encore cette même administration publique qui est taxée d'être justement celle qui empêche et qui suscite le plus de blocages? Si vous observez, ils ont tellement peur de cette diaspora. Ils ont tellement peur de cette diaspora. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans... Et laissez-moi vous dire, si on réussit, ce que le président de la République doit faire aujourd'hui, en fait, pour la diaspora, c'est de prendre des dispositions pour protéger les projets de la diaspora. Voilà les premières dispositions qu'il faut prendre. Et si on arrive à faire... Avant qu'on arrive aux solutions, restons sur ces difficultés, sur les obstacles. Vous avez évoqué le fait qu'un projet que vous avez vous-même conçu et présenté au ministère des PME, l'artisanat, il a été, justement, vous avez été exclu de la mise en œuvre, que ce projet a échoué. Dans d'autres administrations publiques, quels sont les autres goulots d'étranglement spécifiques que vous rencontrez? Je prends l'exemple du deuxième projet, en fait. Pendant que je suivais ce projet, j'avais créé ce que j'appelais l'agenda guide du jeune entrepreneur et leader de demain. Cet agenda guide du jeune entrepreneur et leader de demain, j'avais déposé l'offre au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'était le 12 janvier 2015. Le 12 janvier 2015. Le 11, lors du discours du président de la République, le 11, dans la nuit du 10, lorsqu'il parlait, j'avais dit dans ce projet, le problème d'entrepreneuriat au Cameroun n'est pas un problème de moyens. Mais en fait, le système éducatif qui a été mis en place pour préparer les fonctionnaires à la fonction publique ne nous permettait pas. Nous, quand vous allez faire même des études auprès des... Quel est le problème justement que ce projet a rencontré dans ce ministère? Pour être plus précis. Dans le ministère, il n'y a pas eu de problème. Juste après le passage du président, le ministre m'a écrit, il m'a envoyé une note, soi-disant, il avait envoyé ce dossier au PIAZI, d'aller rencontrer le coordonnateur national du PIAZI pour la mise en œuvre. J'ai marché pendant 2 mois au PIAZI, on ne me laissait même pas entrer. Avec la note du ministre, on ne me laissait pas entrer. Et pour quelle raison est-ce qu'on ne vous a pas reçu pour vous donner les moyens qu'il fallait pour mettre en œuvre ce projet? Juste après ces 2 mois, j'ai fait une requête à la présidence où je suis allé décharger au cabinet du président de la République. Le même jour, la présidence a appelé le coordonnateur du PIAZI. Le même jour, le coordonnateur du PIAZI m'a envoyé une note pour m'inviter à une séance de travail. Arrivé à cette séance de travail, le jour où nous sommes allés, je suis allé, 2 de mes collaborateurs et moi. Nous avons eu la séance de travail. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'on vous a donné les moyens pour le faire? Pas du tout, j'y arrive. En pleine séance de travail, nous sommes retrouvés en séance de travail, le coordonnateur national du PIAZI, 4 de ses directeurs et 2 de mes collaborateurs et moi. Il y a l'un de ces directeurs qui dit, monsieur le directeur, l'un des collaborateurs du coordonnateur du PIAZI, nous finançons, nous accompagnons. Mais ce que M. Sacha a proposé est révolutionnaire. Il repose la question, quoi? Il dit, nous finançons, nous accompagnons. Mais ce que M. Sacha a proposé est révolutionnaire. À la suite de la réunion, le coordonnateur, le dossier même, l'agenda, les appels d'agenda n'étaient plus dans le dossier. Il n'y avait que le dossier projet. Le coordonnateur me demande, vraiment, pouvez-vous imprimer un autre exemplaire? Et puis je dis, il n'y a pas de problème. J'ai imprimé un autre exemplaire 2 jours après où je suis venu déposer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien. Donc on ne vous a pas reçu? Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu les fonds du PIAZI pour réaliser ce projet? Jamais, je n'ai rien eu du PIAZI. Malgré les correspondances de la présidence de la République? Je n'ai rien eu du PIAZI. Même le RG du Premier ministre. Parce qu'en fait, j'avais fait cette requête auprès du président de la République, j'ai déposé une copie au Premier ministère. Le RG du Premier ministre a écrit au coordonnateur, demandé d'étudier de traiter ce dossier avec toute diligence, même jusque-là. Est-ce que ce forum de la diaspora qui se tient à Yaoundé peut justement permettre à l'administration publique de résoudre ces problèmes? Est-ce que vous pensez qu'elle est aujourd'hui plus ouverte, justement plus prête à accueillir davantage ces Camerounais qui résident à l'étranger et qui souhaitent investir dans leur pays d'origine? Moi, excusez-moi, mais en ce qui me concerne, je ne crois pas. Pourquoi vous n'y croyez pas? Parce que c'est... Mon arrivée au Cameroun, c'est dû à quoi?
En 2011, le président de la République a fait appel aux Camerounais de la diaspora. Moi, je trouve ça, c'est politique. C'est juste parce que nous sommes à l'approche des élections. Mais il n'y a pas de sérieux. Tenez-vous tranquille. Il n'y aura pas. Ce n'est pas. Tant qu'on ne met pas. Qu'est-ce qui explique le manque de sérieux dans ce forum qui se tient à Yaoundé? Quelles sont les défaillances les dysfonctionnements que vous relevez? J'ai dit tantôt, le véritable problème, c'est d'abord cette administration parce qu'ils ont peur de cette diaspora. Ils ont peur de cette diaspora parce que depuis 30 ans, ils n'ont pas pu faire certaines choses dont cette diaspora ont les moyens. Nous avons les moyens. Quand on parle du développement de l'économie numérique, mais excusez-moi, vous savez, quand j'ai démissionné en 2012, c'était pour aller faire quoi? J'étais graphiste. J'ai démissionné. On m'a proposé, on m'a monté 50 000 francs de salaire pour que je reste. Mais parce que je voulais aller me préparer. J'avais compris, mais on ne faisait pas encore dans la vente en ligne au Cameroun, en Afrique. Mais en Europe, on le fait. Pourquoi? Je me suis dit non, c'est pas adapté à notre contexte. C'est là que j'ai dit non, je vais, puisque les webmasters ont besoin de nous, il faut que j'aille me perfectionner, me former afin de pouvoir venir réaliser ces plateformes adaptées à notre contexte socio-économique. Et laissez-moi vous dire, je vais vous dire, quand on parle du développement de l'économie numérique, le ministre des Postes, la ministre des Postes et Télécommunications, elle avait demandé un audit pour le développement de l'économie numérique au Cameroun. Il était question ils ont publié qu'il fallait 6 milliards. Mais tenez-vous tranquille, 6 milliards. Moi, tel que vous me voyez, avec la formation que j'ai eue, je lance un défi. Quelle que soit la structure qui veut vendre son produit ou ses services en ligne, qu'il se rapproche de moi. Je le ferai, la plateforme. Je donne 2 semaines. Justement, sur ce forum de la diaspora qui se tient actuellement, quelles sont les propositions que vous faites pour pouvoir résoudre, en un mot, pour pouvoir justement permettre davantage une plus grande implication de la diaspora, comme on le voit en Afrique de l'Ouest? Pour réussir à impliquer la diaspora au Cameroun, la solution c'est quoi? En fait, ce même projet qui a été détourné au Piazzi, je suis en train de lancer cela en formation en ligne. Normalement, la diaspora, il n'y a pas que l'administration. Nous avons aussi nos familles. Vous savez, quand nous revenons, avec le temps qui est dur, les familles ont besoin de temps en temps. Alors que mettre une entreprise sur pied, ce n'est pas comme ouvrir une boutique. Vous avez 2 ans pour dire, voilà, vous commencez déjà à mettre. C'est 3 ans, c'est 5 ans que vous dites, voilà, vous avez créé une entreprise. Et en ce moment, vous devez vous sacrifier, vous devez serrer la ceinture. Je pense que la solution, en fait, pour que la diaspora réussissent à investir au Cameroun, la diaspora doit commencer à préparer leurs projets là-bas, d'investissement là-bas. Implanter même. La raison pour laquelle il faudrait que le gouvernement mette une structure, et c'est ce que l'un des projets en fait qui a été bloqué, ça la Russie pour accompagner les entrepreneurs dans ce sens. Une structure spécifique qui doit accompagner leur permettre de s'installer étant là-bas. Qu'ils quittent de là et qu'ils viennent juste piloter leurs entreprises. Merci Olivier Sachou. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, rentré au Cameroun depuis 2012. Vous avez évoqué là les difficultés de mettre en œuvre vos projets, notamment des problèmes rencontrés avec l'administration publique au Cameroun. Je précise qu'ici à Douala, l'axe qui va du rond-point d'Edo pour Bonabéry est paralysé depuis l'après-midi. Près de 8 heures d'embouteillage inexplicable, et bien sûr les automobilistes ont les nerfs à fleur de peau depuis cet après-midi sur l'axe qui va du rond-point d'Edo à Bonabéry. Embouteillage monstre et de nombreux bouchons malgré les mesures prises par les autorités administratives pour tenter de résoudre ce problème. Précisons que de nombreux projets sont en cours de réalisation, notamment le 2e pont sous le Vouri, la pénétrante ouest de Douala du côté de Bonabéry. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous juste après cette édition du 20h pour suivre Regard Social, présenté par Eric Fernand Kwamo. Merci de rester sur Equinox Télévision. Que de kits s'ajoute un problème d'eau crucial. Il n'y a pas d'eau à l'hôpital général de Yaoundé. Ça veut dire même quand les kits sont disponibles, il manque d'eau pour faire fonctionner les générateurs. À la suite d'une grogne similaire, en octobre 2016, le ministre de la Santé publique avait annoncé un train de mesures visant à rassurer les malades d'insuffisance rénale. Mais 8 mois se sont écoulés et rien de concret n'a été fait. Notamment l'amélioration des conditions en dialyse à travers l'augmentation des nombres de machines,
à travers l'augmentation du personnel, à travers l'obtention d'une pèse personne adaptée, mais rien, aucune de ces décisions n'a été respectée. Devant cette nouvelle colère des malades, le directeur de l'hôpital général n'a pas souhaité s'exprimer. La réunion tenue la veille au ministère de la Santé publique n'a visiblement pas porté les fruits escomptés. Les dialysés sont aux abois. Vous pouvez même voir les médecins. Ils vont vous dire que pour une insuffisance rénale chronique, 2 semaines sans dialyser, c'est la mort. Voilà un peu la situation qui a amené les malades à se regrouper ce jeudi. À peine élu à la tête du JICAM, Célestin Tawamba annonce des réformes structurelles profondes au sein de cette organisation patronale. Ce capitaine d'industrie et ses lieutenants comptent mettre le cap sur une refondation du bras séculier du secteur privé en vue d'être une force d'action capable d'influencer la politique économique en faveur du tissu industriel local qui traverse de sérieux problèmes en cette période de crise économique dans la sous-région Afrique centrale. Mitterrand Dam et Donald Brice-Kamga n'ont rien manqué de l'Assemblée générale élective du JICAM. Reportage. L'attente de la fumée blanche n'aura duré que le temps du vote. Après la désignation des scrutateurs et la mise en place des kits, les 173 membres et représentants de membres avaient un choix à opérer entre le bulletin blanc de la liste JICAM en action de Célestin Tawamba et le bulletin nul de couleur verte. À l'arrivée, 153 voix en faveur de la liste blanche et 19 bulletins nuls. J'ai signé de vous annoncer que le président élu du JICAM, du nouveau bureau exécutif du JICAM, est M. Célestin Tawamba. L'équipe de Célestin Tawamba est élue et peut se retirer pour constituer le conseil exécutif. Quelques 10 minutes, et l'on apprend que Célestin Tawamba est sans surprise le président, son premier vice. Le chef d'État a déclaré qu'il veut, et je cite, voir la diaspora participer au développement du Cameroun. Fin de citation. Comment la diaspora peut-elle alors participer au développement du Cameroun si sur le plan légal, les textes ont été conçus plutôt pour des multinationales? Les textes n'étaient pas écrits pour eux, les textes étaient écrits pour les multinationales. Et ils subissent alors les conséquences de ces textes. Petit exemple pour soutenir cet argumentaire. Un petit entrepreneur qui sort de l'université ne peut pas aller en concurrence avec des grosses structures nationales qui ont des avocats, des notaires, des millions de dollars dans les banques. Il faut reconnaître la réalité du terrain et aussi reconnaître que c'est un investissement pour que des jeunes entrepreneurs puissent investir et donner des bouffées d'oxygène de part et d'autre dans plusieurs régions du Cameroun à l'économie du pays à long terme. La révision des textes apparaît donc comme condition première pour attirer la diaspora. La production peut être de nouveaux textes spéciaux pour encourager d'une part la diaspora camerounaise à revenir investir au pays, mais aussi encourager la jeunesse locale de pouvoir créer leurs entreprises sans trop de pesanteur administrative et des lourdeurs financières. Ceci est d'autant vrai que les fonds investis par la diaspora contribuent mieux à faire tourner l'économie du pays. Les Camerounais qui investissent au Cameroun, les recettes restent au Cameroun, ils sont recyclées au Cameroun. Tandis que les multinationales qui investissent au Cameroun, les recettes s'enfuient. Donc il faut quand même reconnaître ça et donner beaucoup d'avantages à ces compagnies locales. Le gouvernement a-t-il pris conscience de son erreur en convoquant le forum de la diaspora de Yaoundé? On veut bien répondre par l'affirmative. Une folle rumeur circule dans les milieux des affaires au Cameroun. Elle fait état d'un rachat de l'Union camerounaise de brasserie par le milliardaire nigérian Aliko Dangote. Le groupe Kadi de Fotso dément une telle opération de rachat d'actions n'a jamais existé. Selon le groupe Kadi de Fotso, UCB reste et demeure sa propriété et une entité de ce groupe industriel camerounais. S'agissant du procès des leaders de la crise anglophone, l'audience prévue ce jour n'a plus eu lieu du fait de l'absence d'un assesseur
membre de la collégialité. Du coup, le tribunal militaire a programmé la prochaine audience dans un mois, le 27 juillet 2017. Un tel renvoi qui n'est pas du goût des avocats de la défense. Elle souhaite écouter le président et l'ancien ministre Oumarou Sanda, tandis que le poste de deuxième vice-président revient au directeur général des brasseries du Cameroun, Emmanuel de Taï. Tout de suite, l'équipe entrante lève un pan de voile sur les grandes lignes de son plan d'action. Sur la forme, le mandat du conseil exécutif est ramené de 5 à 3 ans au JICAM et rentre en vigueur immédiatement. L'organisation patronale va connaître un audit et des réformes majeures afin de faire passer le JICAM d'une force de proposition à une force d'action. Entre autres défis, aller à la recherche de nouvelles sources de financement, une offensive auprès du gouvernement pour qu'il allège le fardeau de la pression fiscale sur les entreprises. En termes de priorité, il y a certainement la loi des finances qui va arriver prochainement, autour de laquelle nous allons organiser une task force pour adresser au pouvoir public des propositions, d'abord d'évaluation de la loi des finances 2017, avant de voir qu'est-ce qu'on pourrait envisager dans le souci de relancer l'activité économique qui véritablement en ce moment est en souffrance. Célestin Tawamba veut également se positionner comme un apôtre du rassemblement et de la réconciliation avec tous les autres membres et anciens membres du JICAM. Nous avons tendu la main ici aujourd'hui officiellement à toutes les organisations patronales afin qu'elles puissent ensemble bâtir une nouvelle organisation. Et d'ailleurs, dans ce sens, nous avons ramené à 3 ans le mandat qui était à 5 ans immédiatement. Les réformes annoncées par le nouveau conseil exécutif devront être soumises à l'approbation de l'Assemblée générale en décembre prochain. Au moment où un nouveau dynamisme souffle sur le JICAM, la diaspora camerounaise continue d'égrener son chapelet de difficultés à investir dans le pays et parmi les obstacles les plus importants figurent en bonne place les textes législatifs et surtout l'attitude de l'administration publique accusée d'être plus favorable à l'endroit des multinationales. La diaspora pose comme autre préalable la révision des textes législatifs pour qu'elles puissent retourner au Cameroun et investir dans les différents secteurs porteurs de croissance. Emmanuel Diop et Ike Cyril. Face aux critiques acerbes, suite à la non prise en compte des potentialités des Camerounais de la diaspora dans le processus de développement du pays, le gouvernement se défend en citant des extraits de discours de Paul Biya. Le président Paul Biya a toujours été convaincu des atouts de la diaspora. C'est ainsi que lors de la visite qu'il a effectuée en France, le 24 juillet 2000, Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à peine élu à la tête du JICAM, Célestin Tawamba annonce des réformes structurelles profondes au sein de cette organisation patronale. Ce capitaine d'industrie et ses lieutenants comptent mettre le cap sur une refondation du bras séculier du secteur privé en vue d'être une force d'action capable d'influencer les politiques économiques en faveur du tissu industriel local. Dans ce journal, des chefs d'entreprise dessinent la montagne d'obstacles qui les empêche d'investir au Cameroun et le climat des affaires qui est plutôt morose. Vous les écouterez. Au cœur de ce journal ensuite, la colère des malades victimes d'insuffisance rénale devant l'hôpital général de Yaoundé. Ils se plaignent de l'absence des kits médicaux indispensables pour effectuer des séances de dialyse. Ils s'expriment en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des malades souffrant d'insuffisance rénale sont à nouveau en colère. Ils ont investi pancarte à main l'entrée principale de l'hôpital général de Yaoundé pour dénoncer l'absence des kits médicaux indispensables pour effectuer des séances d'hémodialyse, des séances de dialyse. Tous les 6 mois, ce problème se pose avec acuité
dans les centres d'hémodialyse installés dans les différents hôpitaux publics au Cameroun. Reportage, Marcelin Gansop. Dès l'entrée de l'hôpital général de Yaoundé, des pancartes résument le calvaire qui est celui des malades souffrant de l'insuffisance rénale. Depuis 2 semaines, ils n'ont bénéficié d'aucune séance d'hémodialyse. On a voulu les assujettir à une dialyse par semaine parce que le fonctionnement est de telle sorte que le malade doit faire 3 dialyses par semaine. Et actuellement au Cameroun, on n'en est pas encore à 3 dialyses. Nous en sommes à 2. Et même ces 2 dialyses ont été repoussées à 1. Et il y a de cela 2 semaines, les malades n'ont reçu aucune dialyse. La faute à l'absence des kits de dialyse qui ne sont trouvables nulle part sur l'ensemble du territoire. Les kits de dialyse sont finis dans tous les centres de dialyse du Cameroun. Ça veut dire que si vous quittez ici à Yaoundé, vous partez à Bolova, on ne va pas vous dialyser. Et à ce problème de manque... Pourtant, les témoins de l'accusation ayant fait le déplacement depuis Bamenda, le renvoi du procès est une pure diversion selon Maître Joseph Mbandam. Le député SDF croit savoir que les poursuites judiciaires pourraient s'arrêter à tout moment en raison de l'entrée en vigueur du nouveau code de justice militaire. Je vous propose de l'écouter. Le renvoi ne m'a pas surpris. Le motif de renvoi est une diversion. Parce que vu la gravité de la situation qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest, cette audience devait avoir la priorité sur toute autre mission. De telle sorte qu'on devrait faire tout pour que les assesseurs soient là. Donc dire maintenant qu'un assesseur est absent est une chose organisée pour le besoin de la cause. Le tribunal militaire n'est pas prêt à procéder avec le débat et le jugement de ces affaires. Pour des raisons, je peux dire que nous connaissons. Le gouvernement donne l'impression qu'ils ne veulent pas que ces incarcérés soient jugés. Le véritable ministre de la Défense, c'est le président de la République, qui délègue ses fonctions au ministre délégué chargé de la Défense. Donc ce ministre est obligé de se référer au président de la République pour la conduite à tenir. Donc quand je vois le dilatoire qui est conduit devant ce tribunal militaire, je peux comprendre. Vous avez vu que le parquet et le commissaire du gouvernement s'est levé pour dire nous sommes prêts à débattre de l'affaire, en sachant que l'assesseur n'est pas là. Donc c'était une manière de prétendre qu'ils étaient prêts, alors que des instructions n'ont pas encore donné pour qu'ils précèdent avec cette procédure. Je peux imaginer qu'on aura une surprise avec ces affaires. Nous venons d'adopter le code de justice militaire et je vois dedans, dans ces articles 13 et 14, l'inclusion d'une disposition du code de procédure pénale qui confie au ministre de la Justice des mesures qui lui permettent d'instruire le parquet, le ministère public, d'arrêter des procédures en tout état de cause jusqu'à la décision finale. Donc on peut arrêter des poursuites. Le ministre de la Justice peut ordonner un procureur d'arrêter des poursuites à tout stade avant le jugement définitif. Le droit de l'homme de l'UA. Précisons que le chef de l'État a signé plusieurs décrets qui relèvent des vastes mouvements à la tête des tribunaux.